Bonsoir Mediapart à 10 ans et 10 ans ça ne suffit pas. Et oui, bonsoir pour cette nouvelle émission en direct de Mediapart. Vous le savez, c'est désormais tous les mercredis à partir de 19h. Sur notre site, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Facebook. Et vous pouvez nous retrouver comme ça pendant 3 heures de débat complètement indépendant et pluraliste. Et tout en nous écoutant ou en nous regardant, vous pouvez profiter d'une offre d'abonnement spéciale. Cette semaine, l'offre, si je ne me trompe pas, c'est 3 mois, 10 €. Et non, je ne me suis pas trompé, c'est inscrit en bas de l'écran. Alors ce mois-ci, nous fêtons justement les 10 ans de Mediapart, 10 ans de journalisme indépendant. Et puisque c'est grâce à vous, lecteurs, abonnés, que nous sommes toujours là, et que nous pouvons toujours continuer à produire ce journal 100% indépendant et 100% sans publicité, nous allons faire un exercice de transparence, la plus grande transparence possible, sur nos chiffres, sur notre organisation, sur nos débats internes, sur nos projets. Et nous allons le faire avec, que je ne me trompe pas dans l'ordre de présentation, avec Karine Fouteau, bonsoir Karine, avec Stéphane Aliès, bonsoir. Avec Edoui Plenel, avec Marie-Hélène Smiéjean et avec Jade Lingart. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, on vous offre juste un petit hors-d'œuvre pour sourire. Cette vidéo d'un homme visionnaire, d'un très grand, puisqu'il conseille les puissants de ce pays et une bonne partie du CAC 40. J'ai parlé d'Alain Minc. Écoutez et regardez. Si vous considérez que le modèle d'indépendance de la presse, c'est Mediapart, alors dans ce cas-là, je suis assez inquiet pour la démocratie française. Rassurez-vous, le compte économique de Mediapart réglera assez vite ce problème, puisque le modèle choisi par Edoui Plenel est un modèle absurde. La presse sur le net ne peut être que gratuite. La presse payante sur le net ne peut pas marcher. Alors c'était en 2008, Alain Minc en 2008, quelques semaines après le lancement de Mediapart. Bon, Edoui Plenel, un modèle totalement absurde. Ouais, à l'époque, comme Alain Minc, c'est comme les boussoles qui indiquent le sud au lieu d'indiquer le nord. On avait pris cet extrait vidéo, il avait dit qu'on allait se cracher en disant « il s'est toujours trompé, abonnez-vous à Mediapart ». Donc il faut faire coup de chapeau à Alain Minc, il nous a ramené des abonnés en fait. Non, notre pari, c'est et quelque part, Mediapart était comme un laboratoire pour vérifier notre intuition que l'information avait une valeur et que si on défendait cette valeur, si on l'illustrait par nos enquêtes, par nos révélations, par un journalisme sérieux, si on se préoccupait de rétablir la confiance avec le public en faisant un journal participatif, eh bien les gens seraient au rendez-vous. C'est ça le bilan de la décennie Mediapart pour toute la profession, pas seulement, et pour la démocratie, je dirais. Voilà, le journalisme, en ces temps où la vérité est parfois menacée, eh bien le journalisme est utile, il est nécessaire. Et le soutien des lecteurs, on peut l'avoir. Alors, c'est quoi notre bilan en 10 ans? C'est une réussite. Tu vas probablement décliner les chiffres, etc. Tout ça. Mais nous, on dit, attention, c'est une réussite fragile. On ne va pas se congratuler. Bien sûr qu'on est fiers, on est content, et c'est grâce à tous ceux qui nous regardent qu'on est là. Et en même temps, c'est une réussite à armes inégales, à contre-courant. Mediapart, on se bat face à un paysage médiatique qui est totalement dans une concurrence, si je prends les formules de l'Union européenne, non libre et faussée. Des aides à la presse publique immenses. On l'a raconté dans une enquête de Laurent Mauduit. Près d'1,5 milliard au total. 1,5 milliard. Premier à recevoir ces aides, LVMH. Puisque c'est un groupe, il y a Le Parisien aujourd'hui et Les Échos. Donc le numéro 1 mondial du luxe reçoit plein d'argent public pour faire de la presse, et il est aussi le premier publicitaire. Et pour qu'on ne parle pas de Merci Patron, le film qu'a fait Ruffin, et pour qu'on ne le dérange pas dans ses affaires. Ensuite, on a SFR Presse, c'est Monsieur Drahi. Et puis après, on a Dassault, et Dassault, c'est les avions de guerre, etc. Puis on a Monsieur Niel, et c'est Free, les opérateurs téléphoniques, et ainsi de suite. Et donc, il touche ces aides publiques, ce qui est un scandale.
Nous sommes contre ces aides publiques directes. Donc, autrement, ils devraient afficher la réalité de leurs chiffres, qui sont masqués ainsi. Et en plus, dans le quinquennat Hollande, puisque c'est avec Sarkozy que se sont développées ces aides publiques, dans le quinquennat Hollande, ils y ont ajouté des aides privées qui posent un vrai problème de dépendance à ce qu'on appelle les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc. C'est-à-dire, et Apple évidemment. Et donc, qu'est-ce que c'est cette dépendance? C'est-à-dire qu'en échange, pour que ces grands groupes, ces oligopoles ne rendent pas l'argent des impôts qu'ils doivent, ne redistribuent pas la richesse de manière correcte. Hein. Je rappelle que quand vous vous abonnez à Mediapart via l'Apple Store sur votre mobile, ils prennent, Marie-Hélène Smiéjean dira mieux que moi les chiffres, mais c'est surtaxé. Comment ? 30% plus 20% de TVA. Et tout ça est dans des paradis fiscaux, et tout ça, on ne peut rien faire. Ils n'appliquent même pas la TVA qui est d'ici. Donc, les journaux qui sont les propriétés de ces milliardaires, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Google, pour ne pas payer, il a dit « je vais aider la presse française ». C'était peanuts pour lui, des cacahuètes, comme on dit en bon français. Et puis depuis, il le fait à l'échelle européenne, mais c'est surtout en France qu'il le fait. 60 millions sur 3 ans. Et depuis, maintenant, c'est développé et c'est une caution. C'est de la petite monnaie pour vous ne venez pas m'embêter sur, etc. Sur les paradis fiscaux, sur l'argent, sur les impôts, etc. Ensuite, c'est Facebook. Facebook qui dit « formatez-moi vos vidéos et je vous paye pour formater les vidéos ». Donc, en fait, c'est les tuyaux qui commencent à dire comment doivent être faits les contenus. Et Facebook, et on va en parler quand il y a ce débat sur les fake news, Facebook paye certains médias aujourd'hui pour dire « ça c'est vrai, ça c'est pas vrai ». Quand nous, Mediapart, on s'est battu pour imposer contre tous les médias nos révélations sur Bettencourt, nos révélations sur Cahuzac et surtout nos révélations libyennes, et ces médias qui les prenaient avec des pincettes, ils allaient dire à Facebook, c'est pas bon. Et Facebook allait dire, c'est fake news. Et puis, nous l'avons aussi révélé, la fondation Gates, hein, qui finance, par exemple, Le Monde Afrique. Voilà. Alors, je dis ça parce que c'est compliqué de dire, on est une réussite. Bon, quand le succès, il fait envie plutôt que pitié. Et en même temps, c'est une réussite fragile, parce qu'elle ne tient que par le soutien des lecteurs, que par cette confiance avec des abonnés. Et donc, notre message pour ces 10 ans, c'est celui-là. Si on veut que 10 ans, ça ne suffit pas, et qu'il y ait encore 10 ans, eh bien, il faut continuer cette relation avec nos lecteurs. Tu l'as rappelé, 3 mois, 10 €, ben oui. Et c'est pour ça que notre logo est un crieur depuis le début. C'est un crieur qui dit « soutenez ce journal qui est à votre service ». Alors, Marie-Hélène Smiéjean est cofondatrice et directrice générale de Mediapart. C'est toi donc qui tiens les budgets, qui élabore les budgets avec l'équipe et qui gère l'entreprise. Alors, si on présente les principaux chiffres de l'exercice 2017, on commence par les abonnés. Alors, tout d'abord, je voulais rappeler, parce qu'on voyait la présentation avec Alain Minc qui nous fait sourire aujourd'hui, mais ça nous rappelle aussi à quel point les premières années étaient dures et à quel point on doit les résultats qu'on va présenter aujourd'hui à la fidélité des abonnés. Et donc, vraiment, ce sont nos seules recettes, on le dit, on le redit, mais l'intégralité du chiffre d'affaires de Mediapart, ce sont les recettes des abonnés, et la réussite passée, et j'espère à venir, c'est la fidélité de ces abonnés. C'est combien? 98% des recettes aujourd'hui. 98% des recettes. Le reste, c'est des droits d'auteur, des syndications, enfin, c'est à la marge. Il n'y a pas de croisière. Nous n'avons pas de croisière, nous n'avons pas d'événements payants, nous n'avons pas de... voilà, mais nous n'avons pas de boutique, nous avons... Bon. Et pas de publicité. Alors, pour revenir sur les abonnés, en 2017, ça a été une année tout à fait exceptionnelle parce que portée, bien sûr, par une élection présidentielle avec tous les rebondissements qui est particulièrement longue également. Donc, on a en fait atteint à un moment au plus haut de l'année 2017 pratiquement 150 000 abonnés et on a terminé à la fin 2017 à 140 000 abonnés.
Ce sont ce qu'on appelle les abonnés net actifs payants, c'est-à-dire ce sont les abonnés avec un abonnement en cours, un mode de paiement en cours, qui sont donc vraiment des vrais abonnés. Alors, cette baisse au deuxième semestre, ou de moins Oui. 10 000, puisque la question nous a été posée hier, on a fait une conférence de presse pour présenter ces résultats à nos confrères d'autres médias, et on a été interrogé là-dessus. C'est une baisse qui est, j'allais dire, normale en année présidentielle. On avait connu exactement le même en 2012, après l'élection de François Hollande. Absolument. C'est-à-dire qu'en 2012, en fait, on avait une forte croissance du chiffre d'affaires, mais on avait, en termes de nombre d'abonnés, une année flat, puisque on avait, en fait, à la fin, on avait recruté plus de 10 000 nouveaux abonnés, mais on les avait reperdus. C'est-à-dire que classiquement, dans une année présidentielle, il y a un certain nombre de lecteurs qui viennent pour l'événement de la présidentielle et qui repartent après. Qui viennent avec des offres spéciales que nous Voilà. avons, souvent de court délai, il faut le rappeler, Voilà. des offres promotionnelles de 3 mois et 6 mois, De 3 mois et ou qui 6 ne mois. renouvellent pas. Je dis ça parce que ce n'est pas des gens qui seraient déçus de Mediapart, ils viennent par cette actualité. Pour la durée de la campagne. Pour la durée de la campagne. Donc ça a été le cas, sauf que les chiffres de 2017 ont été plutôt meilleurs que ceux de 2012, puisque en 2012, on avait une croissance flat, alors qu'en 2017, on reste en croissance sur le bilan de toute l'année. Sur l'année, on gagne 10 000 abonnés. Alors, sur l'année, on gagne 10 000 abonnés. On est passé de 130 000 à 140 000. Enfin, 130 000 à la fin 2016 et 140 000 à la fin 2017. En termes de chiffre d'affaires, là, on a l'intégralité, puisque tous ces abonnés qui sont venus pour la campagne et repartis à la fin de la campagne ont quand même payé pendant toute la durée de la période présidentielle. Et donc, on a une forte croissance du chiffre d'affaires, puisqu'on termine à 13 700 000 euros, qui est une croissance de 20% par rapport à l'année précédente. Et en termes de résultats également, on est en forte croissance, puisqu'on a une croissance de 16% du résultat net, ce qui est aussi d'ailleurs un résultat de 16% du chiffre d'affaires en pourcentage. Donc tous ces chiffres... Ce qui fait un résultat net un peu supérieur à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, autour de 2 millions d'euros. Voilà, Absolument. ce qui est quand même un résultat exceptionnel quand on voit comment dans la presse, la plupart des titres perdent massivement de l'argent. Oui, certes. Ah non, mais c'est Oui. c'est malheureusement le cas. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet argent, Marie-Hélène? Parce que tout le monde va se demander, là, Voilà, Marie-Hélène Smiejean est assise sur un tas d'or, et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, en fait, cet argent, comme chaque fois depuis le début, en fait, est réinvesti, puisque nous réinvestissons chaque année au minimum 1 million d'euros dans des nouveaux projets ou dans les développements. Donc là, en l'occurrence, on a augmenté le nombre de collaborateurs entre 2016 et 2017 et on poursuit également l'augmentation du nombre de collaborateurs. On était 83 à la fin 2017. On prévoit d'être autour de 90 à la fin 2018, dont notamment, puisque en accompagnement de ces collaborateurs, c'est aussi pour de nouveaux projets. Donc, tu l'as dit en démarrant, on est repassé sur un rythme hebdomadaire des émissions live. Et à cette occasion, on a créé 3 fonctions complémentaires pour justement organiser et animer ces émissions live. Il faut le préciser, c'est 83 salariés en CDI. Oui. Hein, et si on parle juste de la rédaction, c'est un peu plus de 40, 41, 42 journalistes en CDI. Il y a 60% des effectifs qui sont en fait les journalistes. Voilà. Le reste, 16%, c'est l'équipe technique, 12% l'équipe relations abonnés, 8% l'équipe marketing et communication, et puis la gestion, 5%. Voilà. Mais pour montrer quand même l'ampleur de comment on réinvestit en fait, dans la production de contenu. Quand on pense aux premières années, je pense en particulier aux 3 premières années de Mediapart, où c'était quand même l'économie de guerre, et on était 25 journalistes. On est aujourd'hui 42. Et par ailleurs, on a réussi ces 3 dernières années à construire tout un réseau de collaborateurs réguliers à l'étranger, que ce soit au Brésil, en Colombie, aux États-Unis. Maintenant, on a un correspondant permanent, en Allemagne, en Italie, à Londres. Voilà, donc on arrive à renforcer cette couverture internationale. Ça a été un des gros investissements faits ces dernières années.
Voilà. Et on le fait progressivement et à notre rythme. C'est-à-dire que si on regarde, les lecteurs et les abonnés peuvent télécharger la brochure qu'on a publiée, qui est en ligne. Il y a tout le détail des chiffres et on verra que l'augmentation du nombre de collaborateurs, les augmentations des investissements de tout ça se fait rythme progressif, prudemment, avec 5 à 10 personnes supplémentaires chaque année dans notre capacité justement de les accompagner et de créer les nouveaux projets. Alors, les projets pour cette année, pour 2018 ? Alors, je dirais déjà les live hebdo, on en a parlé. Alors, voilà. Peut-être aussi améliorer notre application mobile, parce qu'elle en a bien besoin. Donc, ça fait partie des projets prioritaires. Je ne sais pas si tu veux évoquer la question de projet Mediapart TV, très brièvement. Non, mais pour l'instant, c'est en chantier. Mais c'est vrai que comme on produit de plus en plus de vidéos, la logique, ça serait de multiplier les différents canaux de diffusion et donc, dans l'année, de pouvoir déboucher, pourquoi pas, installer un Mediapart sur les box des fournisseurs d'accès à Internet. Donc, c'est à ça qu'on travaille. Améliorer également la relation pour l'abonné avec la création d'une fameuse FAQ qu'on veut mettre en ligne depuis des années et qui, j'espère, va voir le jour cette année. De nouveaux développements techniques. De nouveaux développements techniques, absolument. Voilà. Donc ça, c'est les projets, j'allais dire, réalistes pour 2018. Par ailleurs, il y a plein les tiroirs, là, je ne sais pas s'ils sont là, mais sinon, plein les tiroirs, il y a des idées, des projets. Il y a un Mediapart Sport, on va en parler avec Stéphane, enfin, il y a plein de choses. Il y a un plan stratégique à 3 ans. Il faut dire qu'il y a un plan stratégique à 3 ans qui nous amène... Merci Marie-Hélène. Tous les chiffres figurent en détail avec toutes les explications dans cette petite plaquette rouge que vous pouvez télécharger. Le lien de téléchargement figure dans le billet d'Edoui, qui est dans la colonne Club, que vous pouvez trouver à côté du live que vous regardez en ce moment sur Mediapart et sur le blog d'Edoui. Il y a un lien qui vous permet de télécharger tout ça. Il y a tout, le bilan complet de l'entreprise, l'actionnariat de Mediapart. On peut, pour dire très vite, les fondateurs, la société des amis, la société des salariés contrôlent 62% du capital, donc c'est bien pour la preuve et la démonstration évidente que ce journal est farouchement et totalement indépendant. Donc tout est là dans cette plaquette avec tous les chiffres et le bilan 2017. Alors ça, c'était les chiffres. Maintenant, on va parler un peu de nos débats internes avec Jade Lingart, puisqu'on a adopté à l'unanimité, mais c'est un vote à main levée, mais à l'unanimité des présents et à main levée, un texte important que vous pouvez trouver en bas de chaque page du site Mediapart. Vous avez les mentions légales et vous avez quelque chose qui s'appelle la charte de déontologie. Et je dirais que c'est notre code de la route, ce sont nos règles communes. Ces chartes de déontologie sont désormais obligatoires, et c'est une bonne chose. C'est une loi de 2016, qui oblige chaque titre à élaborer cette charte. On a pris quelques mois pour en parler, et c'est la Société des journalistes de Mediapart, qui est coprésidée par Jade, qui s'est chargé de mener ce travail en concertation avec tout le monde, puisque c'est aussi une charte qui, au-delà des journalistes, engage un peu toute l'entreprise. Oui. L'idée, il faut vraiment dire, c'est un texte collectif, et donc il est le produit d'un travail collectif, et donc il est le produit de la recherche d'un consensus, puisque ça a été adopté par tout le monde, puisque l'idée, c'est qu'on l'applique, cette charte. Donc pour qu'on l'applique, il fallait évidemment que son principe ait une autorité, et une autorité qui soit reconnue par chacun. Peut-être qu'on peut dire quand même qu'un élément, je pense, important, c'est que c'est pas simplement à cause de cette loi qui nous oblige qu'on a réalisé cette charte, c'est aussi dans un moment de grande défiance vis-à-vis des médias et des journalistes, qui nous a semblé quand même collectivement très important de donner des gages de notre probité, de notre sincérité au travail. Et donc pour cela, comment faire ? Il y a toute une série de chapitres dans la charte. Peut-être un des éléments les plus novateurs et qui nous tiennent le plus à cœur est la publication en ligne d'une déclaration d'intérêt
Donc chaque journaliste donc les va 42 publier une journalistes dont tu déclaration parlais tout à l'heure, chacune et chacun vont publier leur déclaration d'intérêt sur Mediapart. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette déclaration d'intérêt? Les activités professionnelles des 5 ans précédents, les participations financières, détention d'actions, portefeuille d'actions, les éventuelles fonctions dirigeantes dans des organismes privés, publics, les fonctions électives, le cas échéant, et également les fonctions dirigeantes dans les associations quand le sujet de l'association, enfin sa thématique, son champ d'action est en lien avec le sujet de travail de la ou du journaliste, et enfin l'activité professionnelle de la conjointe ou du conjoint. Et pourquoi ces critères, finalement, parmi 1000 autres critères de déontologie? Parce qu'en fait, on a suivi quasiment de manière exacte ce qui est demandé dans les déclarations d'intérêt telles que encadrées par la haute autorité sur la transparence de la vie publique, qui rend obligatoire aujourd'hui la publication de ces textes pour les ministres, les parlementaires, les conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Et donc on s'est dit, puisque et nous... aussi des hauts fonctionnaires, etc. Oui, oui, tout à fait. Mais la mise en ligne est obligatoire Oui. pour ces fonctions électives. Oui. C'est ça que je voulais dire. Enfin, le fait de les rendre publics. De les rendre Oui, publics, voilà. tout à fait. Et qu'on s'est dit, puisque nous, on exige en tant que citoyennes et citoyens que ces informations soient publiques, appliquons-nous à nous-mêmes également ces mêmes critères encore une fois, de transparence et de probité. Alors, il n'y a pas que ça dans la charte. Et comme tu disais tout à l'heure, qu'on n'est pas non plus ici pour faire de l'autocélébration et voilà, d'avoir un discours lénifiant sur nous-mêmes. Il faut dire la vérité, c'est qu'on s'est quand même beaucoup disputé ces dernières années sur la question des participations des unes et des autres dans les meetings politiques, dans des réunions d'associations. Ce qui est à la limite le moins problématique, mais participation éventuelle dans le cadre de campagne électorale, puisque il y a plein de sollicitations de ce type qui arrivent quand on est journaliste à Mediapart, et que par rapport à ça, on s'est dit que c'était vachement important d'avoir un cadre commun, un cadre contraignant, et que ce cadre contraignant interdit la participation désormais de journalistes de Mediapart à des meetings politiques lors de campagnes électorales, et également lors de moments particulièrement importants, stratégiques pour une personnalité ou pour un mouvement politique, de manière à ce qu'aucune journaliste et aucun journaliste de la rédaction ne voit son sort lié à la carrière politique d'une personnalité qui pourrait exercer de hautes responsabilités. Donc, en revanche, c'est toujours un peu les injonctions contradictoires. On n'interdit pas du tout, et peut-être même au contraire, la participation des journalistes en leur nom propre à des réunions publiques, à la vie de mouvements associatifs, culturels, etc. Parce qu'en même temps, ici, on proclame suffisamment, la participation des journalistes à la société nous paraît très importante. Ce qui est un peu, si je me souviens bien, les termes de notre débat, c'est qu'en même temps... tu as dit en même temps. En même temps, oui, pardon. Non, mais Mediapart, en plus, c'est un journal participatif. Et en plus, nous, notre projet, c'est aussi d'être dans la société. Donc, c'est très difficile de camper comme ça sur un aventin en disant « Ah non, tout ça, je ne veux pas le voir, je ne veux pas y participer et tout ». Je veux dire, quand on est sollicité, pour ce qui me concerne, ATD Quart-Monde m'avait demandé d'animer 2 débats, je trouve plutôt intéressant qu'on y soit. Oui. Voilà. Alors, le problème, c'est comment on définit, où est-ce qu'on met le curseur, puisqu'il y a forcément des zones grises. Je prends d'autres discussions qu'on a eues, c'est par exemple des universités d'été, de partis, qui nous demandent d'animer des débats. Ouais. On y va, on n'y va pas, c'est pas inintéressant d'y participer. Ça ne veut pas dire qu'on y adhère. Donc, à ce moment-là, comment... La ligne rouge qu'on a établie pour l'instant, c'est vraiment celle de la campagne électorale. En se disant, le moment de la campagne électorale, c'est un moment particulier de la vie politique qui est lié à la quête du pouvoir et à l'obtention éventuellement de postes électifs et donc de postes de décision et de responsabilité. Et donc, on s'est dit que dans ce sens-là, ça n'interdit pas en soi la participation à des universités d'été de partis politiques, mais en revanche, ce qu'on demande, c'est que toujours avant cette participation, il y a une discussion collective sur est-ce que le moment est opportun, pour y faire quoi, pour y tenir quel type de discours, et surtout pas, et là c'est une règle commune et qui est vraiment très importante, c'est pas au service d'un mouvement et pas au service d'une personnalité politique, mais pour les interpeller, pour les secouer, pour les interroger, pour leur apporter un savoir potentiellement contradictoire, vraiment dans un mode de discussion.
Ça, c'est important. Et peut-être l'élément qu'on n'a pas cité, si c'est encore possible de dire deux mots, mais parce qu'on a été, lors de la conférence de presse dont tu parlais hier, on a été interrogé là-dessus, sur la question de l'acceptation ou non de la relecture des interviews. On sait que c'est une pratique courante dans les médias français, dans les journaux français, que les interviews de certaines personnalités soient relues. Interview, question-réponse. Question-réponse. Il ne s'agit pas de code, d'un coup de téléphone, d'une citation et tout. C'est vraiment des entretiens construits en question du journaliste, réponse de la personne interviewée. Et c'est vrai que beaucoup de personnalités politiques posent comme condition au fait d'accorder un entretien la possibilité de relire cet entretien. Et donc on en a beaucoup discuté entre nous, on a beaucoup écouté nos collègues qui travaillent directement sur la vie politique française ou même internationale, puisque la question se pose de la même manière. On est arrivé à la conclusion qu'on pensait trop risquer à refuser systématiquement toute relecture, et donc on accepte la possibilité de relecture des entretiens questions-réponses, mais à condition que les modifications apportées suite à une éventuelle relecture soient uniquement formelles, soient uniquement sur la précision de formulation, n'atteignant rien le contenu de l'entretien, que dans ce cas-là, on se réserve absolument la possibilité de refuser de publier l'entretien. Et on a été interpellés là-dessus par des collègues, parce qu'ils nous ont dit, La Voix du Nord, par exemple, eux, ils refusent. Et donc, pourquoi est-ce que Mediapart est en deçà, finalement, de son exigence d'indépendance par rapport à La Voix du Nord et en fait, peut-être que, on a ici tous beaucoup, je pense, de respect pour cette décision de La Voix du Nord, qui enfonce un coin et qui est un truc important, parce qu'il ne faut pas que ça se banalise. Pour autant, une relecture n'est jamais banale. C'est toujours une possibilité d'abus d'autorité, finalement, sur un entretien. Mais on s'est dit que, dans les conditions qui sont les nôtres, vu qu'on fait assez peu d'entretiens de ce type, questions-réponses politiques, et qu'on estime qu'on a la capacité du rapport de force, c'est-à-dire de refuser la publication si elle est trop remaniée, et qu'on voulait quand même s'accorder cette possibilité-là, sachant qu'on a déjà été confronté à des batailles de ce type avec des interviewés. Stéphane, toi qui as fait beaucoup d'entretiens politiques, parce qu'en même temps, il y a une certaine hypocrisie dans ce débat. Tout le monde... C'est beaucoup pratiqué. On sait très bien qu'un certain nombre d'hommes politiques, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait relecture. Sinon, il n'y a pas d'entretien. Ouais. Donc, chez nous, on le dit. Voilà. On le dit. Il y a la boîte noire. Stéphane, toi qui as fait beaucoup d'entretiens politiques, il y a vraiment des éléments qui sont très particuliers à Mediapart aussi dans ce débat-là, et qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise pour tenir cette situation, là où La Voix du Nord, effectivement, on respecte leur point de vue, mais c'est aussi dépendant de ce qu'ils sont. Ils sont une institution de presse quotidienne régionale qui a un rapport avec les pouvoirs forcément qui se rapporte aussi à la vie locale. Et Dieu sait que la presse quotidienne régionale est en proie à des pressions du monde politique sur les annonces classées, sur les budgets publicitaires qui les maintiennent en vie aussi de leur côté. Nous, c'est différent. De tout temps, on a toujours dit au départ de Mediapart, on refuse la relecture. Effectivement, après, à l'épreuve des faits, on a bien vu la difficulté quand on est journaliste politique, du moment de la personne qui dit « mais moi je veux relire ». Généralement, pendant un temps, on a même vécu avec la règle où on disait « s'il ne demande rien, on s'en va, il ne nous a pas posé la question, comme ça on publie, on ne lui montre pas ». Puis après, on peut le faire une fois, deux fois, au bout d'un moment, les mecs le savent, le comprennent. Ça marchait à 10 000 abonnés, ça franchement 140 000. Nous, on a une vraie différence par rapport à la presse papier, c'est qu'on n'est pas contraint par un gabarit, un nombre de signes. Nos entretiens, ils sont en politique, c'est des entretiens en moyenne de 15 000 signes, parfois de 20, parfois de 25 000 signes. En guise d'exemple, un entretien dans La Voix du Nord ou dans Le Monde ou dans Libé papier, c'est toujours entre 3 000 et, allez, si c'est un grand entretien, 5 000 signes, qui oblige à faire des choix. Nous, on n'a pas cette contrainte-là qui, d'une certaine manière, moi je comprends l'homme politique qui a parlé pendant 1 heure pour un entretien en question-réponse avec un journaliste, qui sait qu'il va se faire résumer son heure d'entretien, donc ses raisonnements à finalement ses phrases les plus percutantes, parfois sorties de contexte et parfois dénuées d'un raisonnement préalable à une phrase percutante. Il est en droit, effectivement, de la même façon que le journaliste est maître de ses questions, d'être maître de ses réponses à partir du moment où elles sont considérablement retouchées. Nous, c'est rarement le cas. Nous, quand on fait un entretien d'1 heure, on va retranscrire l'heure, on va arriver à 20 000 signes, on va couper 3 000 signes de mauvaises phrases, de début de réponse qui finalement se
n'ont pas de chute, on va enlever un peu la légère graisse, mais on va quand même garder l'essentiel du raisonnement, parce qu'en plus, cet atout va nous permettre de construire l'entretien différemment. On va pouvoir poser en plusieurs temps, au lieu d'une question, on sait qu'on peut mener un questionnement sur 3 ou 4 questions à la suite pour lui faire dire autre chose, pour lui faire bien expliquer pour l'origine de telle ou telle prise de décision. Donc ça nous met dans une situation complètement différente, ce qui fait que, en effet, on a acté dans la charte une pratique qu'on faisait, qu'on utilisait plus ou moins couramment, en tout cas au pôle politique, et qui était effectivement, si on nous demande la relecture, on l'autorise, mais on dit, à chaque fois qu'on envoie le mail avec la retranscription, on dit, on a fait notre transcription fidèle, elle nous va très bien. Honnêtement, vous regardez sur la forme, c'est quelque chose, mais sur le fond, nous, on touche à rien. On l'annonce comme ça. Et on n'a jamais eu de cas. Enfin, si, c'est pas vrai. Il y a eu quelques cas. Il y a eu quelques cas où on a bataillé. On peut citer 2 cas. Moi, il y en a un qui est récurrent, c'est systématique. C'est Dominique de Villepin. On fait un entretien avec lui. Il veut relire. On lui renvoie l'entretien et il le renvoie. Tout a été réécrit. Ce qui fait que... Donc ça, c'est pas possible, par exemple. C'est absolument impossible. Impossible, parce que Villepin est quelqu'un d'assez éruptif et dans le flot et dans l'enthousiasme de la conversation, il se laisse à dire des choses qu'il regrette visiblement par la suite, puisqu'il nettoie tout ça au Karcher. Et puis, il y a eu Montebourg aussi, avec qui il a fallu batailler pendant des heures pour garder ce qu'on voulait garder, parce qu'il l'avait dit et que c'était enregistré. Ce qu'il avait dit. Mais il faut préciser que depuis le début de Mediapart, il y a cet instrument qui s'appelle la boîte noire. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des problèmes, on donne, d'abord, avant même qu'il y ait la charte de déontologie excellente, on donne ces questions. Je voudrais juste dire que aussi dans la charte de déontologie, par rapport à la relation à ceux qui nous écoutent, il y a un point là que je trouve que tu dois expliciter, qui est aussi nos règles d'expression sur les réseaux sociaux. Oui. Ça, il y a aussi, on a abordé ça. C'est-à-dire qu'on est tous des individus, il y a ceux qui tweetent, il y a ceux qui Facebook, il y a ceux qui ne le font pas, celles et ceux, et chacun, les humeurs des uns. Et toute cette discussion, de la même manière que sur les débats publics, et moi, dans ma volonté de promouvoir Mediapart, j'ai été dans toutes sortes d'endroits de perdition pour le plus possible de la même manière. Pas de la même manière, mais il faut que nos lecteurs sachent que quand même, ceux qui se font des idées, j'ai même été à un congrès de Debout la France pour promouvoir Mediapart. Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, avec lequel nous ne partageons pas. Donc moi, il y a un petit truc qui dit que je suis prêt à me prostituer pour Mediapart. C'est caché là, mais c'est marché sur les murs. Une phrase que j'ai dite un jour. Donc voilà, je dis que c'est très bien qu'il y ait ça et qu'il y ait au moins un code de la route. Bon, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, autre grand sujet de controverse entre nous, parce que ce qui est compliqué, quand on travaille dans un collectif, et en particulier un collectif médiatique, donc très visible, c'est que l'expression personnelle sur un réseau comme Twitter, avec son nom, son compte Twitter, et un peu de son espace intérieur, de nos intérêts, etc., il a aussi une dimension publique et collective. Et que là, il y a une difficulté particulière. Et on a essayé de trouver une position intermédiaire, j'espère qu'elle ne paraîtra pas hypocrite, mais on a essayé de la trouver la plus juste possible, c'est-à-dire à la fois en disant aux gens, on pense que c'est pas, on ne veut censurer personne. Et donc, il nous semblait contradictoire avec tout ce qu'on est et toute la liberté d'expression qu'on défend et qui nous est chère, d'interdire aux journalistes de Mediapart de s'exprimer à leur nom personnel, d'exprimer des opinions politiques, des opinions, je ne sais pas, culturelles, enfin des choses comme ça, des trucs même parfois fortement. Donc on ne voulait pas l'interdire, mais simplement, on ne peut pas non plus laisser chacun dans finalement l'inconscience des effets potentiels de ces expressions dans l'espace public, parce que malgré tout, les réseaux sociaux sont constitutifs d'un espace public. Donc ce qu'on propose, c'est de dire chacun est libre de s'exprimer, et ça, encore une fois, c'est très important. Néanmoins, on encourage fortement nos amis et collègues à avoir conscience quand ils tweetent ou quand ils écrivent des commentaires sur d'autres réseaux, que ça sera regardé comme étant une émanation des Mediapart et que ça engage quand même d'une manière ou d'une autre Mediapart. Alors c'est vrai que si on compare à d'autres chartes... On a eu, disons-le, puisque ceux qui nous regardent, la plupart le savent, on a eu une discussion à ce sujet ce matin. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un tweet clash hier, et du coup il y a quelques articles sur ce fameux tweet clash, entre Aude Lancelin du Média et un journaliste de l'Équipe.
Et voilà, alors que nous, franchement, donc ça a été notre discussion de ce matin, que Aude Lancelin nous massacre par des tweets, bon, dommage pour elle, c'est d'autant plus dommage que quand même, on a fait des émissions ensemble pendant 2 ans, où elle faisait des entretiens avec Alain Badiou sur Mediapart, qui était très regardé, qui était très intéressant. Face à son licenciement. Et que par ailleurs, on a cessé de dénoncer le licenciement indigne dont elle avait été victime au Nouvel Obs. Bon, mais bref. Là-dessus, tweet clash, alors que nous, notre règle était et demeure de ne surtout pas rentrer dans ce genre de polémique, et on ne va pas commencer à polémiquer avec le média. Chacun son travail, chacun fait ce qu'il veut, et puis finalement les lecteurs et ceux qui regardent le média sont juges. Voilà, on n'a aucun intérêt, à tous les sens du terme, à rentrer dans des polémiques parfaitement inutiles et en plus désagréables avec le média. D'où notre discussion ce matin, qui a été une sorte de première application de cette charte de déontologie, en demandant à notre cher et bien-aimé collègue de mettre la pédale douce et d'arrêter, quoi. Voilà. D'arrêter, non, en tout cas arrêter, pas d'arrêter de s'exprimer, mais en tout cas d'être peut-être plus de ne pas mesuré dans ses propos. Voilà. En plus, dans le cas particulier que tu évoques, là où il y a une situation quand même un petit peu spécifique, c'est que dans son tweet, Aude Lancelin s'en prenait à Mediapart en tant que journal, si bien que la réponse personnelle de notre collègue et ami ne pouvait qu'apparaître que comme une réponse collective de Mediapart, alors que ce n'était pas le cas. Donc il y avait quelque chose qui était de ce point de vue-là sans doute un peu maladroit. Alors la charte, vous pouvez la découvrir en bas de chaque page du site. Et puis bon, alors c'est d'évidence, mais donc les ménages sont interdits. Oui, bah, faut expliquer ce qu'est un ménage. Alors les ménages, c'est-à-dire les séminaires d'entreprise rémunérés, tout ce qui est conférences rémunérées, les animations de supermarchés, même si on n'aime pas trop ce genre de choses. On a rarement eu cette proposition. Est-ce qu'il aurait accepté une grande quinzaine du gras? Edoui va partout. Je vais partout, gracieusement, pour dire Mediapart, autant de minutes qu'il y a dans une heure. 60 fois. Voilà. Publication d'ici le 16 mars, la déclaration d'intérêt. Si les gens ils vont maintenant en disant « Ah, mais ils racontent n'importe quoi, c'est pas en ligne », c'est parce qu'en fait, ce sera pour le 16 mars. Ce sera en ligne le 16 mars, puisque nous sommes toutes et tous en train de les remplir, et qu'après, il y a une petite manipulation technique pour les mettre... Chaque journaliste. Voilà. Elles seront accessibles via les biographies de chaque journaliste. C'est la frise qu'on trouve en bas du site. Bon, merci Jade et bravo pour tout ce travail. C'est collectif. Hein. Alors, nous avons vu nos chiffres, nos débats internes, et maintenant, il faut un peu parler pour nos lecteurs et nos abonnés de notre organisation interne. Et depuis le 5 mars, Mediapart a une nouvelle direction éditoriale. Karine Fouteau est directrice éditoriale, Stéphane Aliès est directeur éditorial. Bravo. Et non, juste un mot, puisque c'est voilà, je passe avec plaisir le relais à Karine et Stéphane, puisque ça fait depuis la création de Mediapart, donc depuis 10 ans, que j'étais le directeur éditorial du journal, et que c'est quand même très fatigant, très prenant, et puis surtout que 10 ans, c'est très très long, et que je pense qu'il est sain pour tout le monde, et en particulier pour le journal, de changer de direction et de passer la main à des gens qui ont d'autres idées, d'autres réflexes, d'autres tempéraments, d'autres envies. Donc voilà, Mediapart va progressivement changer. Je ne sais pas, Karine? Oui. C'est un peu compliqué comme situation. Ben non, ça l'est pas, non. C'est-à-dire que ça permet de porter le projet nouveau que nous avons défini tous ensemble depuis 6 mois. Là, il faut dire aussi que ce tandem qu'on va former avec Stéphane s'appuie énormément sur une structure un peu plus large qu'on a créée déjà il y a 2 ans, qui s'appelle la direction éditoriale élargie, en fait, qui est une sorte de groupe de travail éditorial auquel participent une petite dizaine de journalistes et qui déjà, en fait, ont pris un peu la main sur l'édition, l'animation de la rédaction. Parce qu'au fond, c'est quoi notre travail principalement? Et ça va être quoi de plus en plus? Donc, c'est faire surgir tous les matins les bonnes idées, celles qui vont faire la différence, celles qui vont faire que Mediapart se distingue, celles qui vont faire que nos lecteurs vont être contents de lire Mediapart, que de nouveaux lecteurs vont être intéressés de venir nous lire. Voilà, c'est ça. Il faut que chaque jour,
on fasse surgir ces idées collectivement, du coup on discute. Donc c'est ce lieu de Alors on a une réunion quotidienne, voilà, tous les jours, voilà, on a une conférence de rédaction à 10h30. Certains abonnés, du reste, y participent de temps en temps quand ils sont de passage à Paris. Le dernier à y avoir participé, c'était Yves Faucou, qui tient un blog de très grande qualité sur Mediapart et qui était là il y a quelques semaines. Donc tous les jours, 10h30. Et l'ensemble des équipes du journal voilà, aussi. Bien sûr. C'est une des spécificités effectivement de cette conférence de rédaction, c'est qu'elle est ouverte à tous les journalistes et la plupart y participent. Et c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait qu'on est ensemble, on arrive à se réorganiser, à se mobiliser, à faire circuler les informations et aussi effectivement à l'ensemble des équipes parce que c'est quand même effectivement ce qui nous est apparu comme une évidence là, au cours des dernières années, c'est que Mediapart, c'est évidemment une rédaction, mais c'est aussi des équipes marketing, c'est des équipes de gestion des abonnés, des équipes de gestion tout court. Et donc, c'est cet ensemble qu'il faut qu'on arrive à faire fonctionner et à mettre autour d'une table, à faire travailler ensemble toutes ces personnes, tous ces salariés dans la même direction, qui est de produire chaque jour le journal qui fait la différence, qui fait qu'on va nourrir les débats, qu'on va faire bouger les lignes des politiques publiques, voilà, et qu'on va provoquer, qu'on va faire changer les choses d'une manière ou d'une autre, qu'on va être d'intérêt public, qu'on va être reconnu comme ça, et qui va faire que, on continue de grossir, de porter ce qui nous nourrit, c'est l'indépendance, c'est la nécessité de faire une information de qualité tous les jours. Stéphane ? Quelle est la question? Celle que je posais à Karine. Non, mais plus dans les projets éditoriaux, sur quoi vous allez pousser et quels vont être un peu les axes de l'année à venir. Parce qu'il y a quand même des choses qui vont être développées. Absolument. D'abord, c'est une immense fierté pour Karine et moi, d'abord de succéder à François Bonnet. Oui, Passons. Non, mais réellement, non, parce que personne, après, connaissant ta modestie légendaire, personne ne penserait forcément à le faire, tellement tu sais être aussi talentueux que discret, mais c'est quand même ça, c'est prolonger quelque chose qu'on a appris à ton contact depuis 2 ans, comme l'a raconté Karine, au sein de la direction éditoriale, c'est-à-dire comment faire un journal, à la limite ça... C'est finalement pas si compliqué, mais comment faire un bon journal, c'est quand même ça que tu as essayé de nous apprendre. Et d'abord, notre première responsabilité qui est un peu vertigineuse, c'est de se dire qu'il va falloir être à la hauteur, mais on le fait aussi en totale confiance, parce que justement, il y a quelque chose d'extrêmement stimulant et plaisant à se retrouver à cette position-là, non pas pour le titre, mais surtout pour l'histoire et pour se dire que Karine et moi et la quasi-totalité de la direction éditoriale élargie qui nous entoure, de Fabrice Arfi à Michael Echtenberg, en passant par Martine Orange, Lénique Bredou et Ludovic Lamant et d'autres, c'est qu'on est là depuis le début, c'est qu'on a commencé dans une grotte à quelques n'exagérons sans rien. réseau Wi-Fi, qu'on a effectivement connu les premières années très compliquées en esprit commando et en même temps où on a tout appris, où on a été au cœur d'immenses débats publics et on entend bien continuer à l'être. C'est de cette continue qu'on croit aussi à ce qu'on écrit et qu'on a suffisamment stipendier les politiques qui sont incapables d'organiser leur succession pour quand même trouver cela extrêmement épanouissant de se dire que ici on a par la preuve aussi bien de conditions sociales que de conditions de transmission, on espère continuer à être un média à part. Ce qu'on a imaginé, c'est effectivement un travail collectif qui a concerné toutes les équipes d'un plan de Mediapart à 3 ans. Donc au final, nous, on est garant de la mise en place de ce plan collectif aussi. La charge n'est pas si vertigineuse, elle est encadrée, elle est collective, elle a été réfléchie collectivement. Ces grands projets à hauteur des 3 ans, on les a un petit peu effleurés déjà. C'est le passage de cette émission à un rythme hebdomadaire.
histoire d'être encore plus réactif à l'actualité et sous d'autres formats. Car en gros, l'ambition des 3 ans, de ce plan à 3 ans, c'est comment on arrive à diversifier encore plus notre lectorat, toucher des nouveaux publics. Bien aujourd'hui sur Internet, ça passe aussi par la vidéo, donc une offre vidéo plus conséquente. C'est toucher d'autres secteurs, en renforcer certains, mais aussi aller renforcer des secteurs de l'écologie, de l'environnement, de la santé, produire encore plus d'enquêtes sur ces sujets-là. C'est explorer la possibilité... De l'agroalimentaire, hein, de l'agroalimentaire. On a pas mal parlé de ça, tout ce qui était alimentation, scandale alimentaire, etc. Exact, on aimerait être plus présent là-dessus, on va être plus présent là-dessus. C'est explorer la possibilité aussi de pousser certains domaines d'enquête où on pense qu'il y a des vraies possibilités d'explorer des choses qui pour l'instant ne le sont pas. On pense par exemple au sport. Notre camarade Antione Rouget, qui nous a rejoint récemment en début d'année, a déjà beaucoup travaillé par le passé pour nous sur les scandales dans les fédérations sportives, comme dans l'attribution des JO récemment, et il vient renforcer un peu ce qu'avaient déjà fait Yann Philippin et Michael Ajdenberg autour de football. Renforcer encore notre intégration dans ces partenariats de consortiums de journaux européens, voire internationaux, pour se mettre à plusieurs pour traiter cette nouvelle offre, ce nouveau matériau d'enquête que peuvent être les leaks, sur lesquels des petites rédactions comme nous peuvent paraître démunies face à la masse. Et pourtant, voilà, on est quand même avec l'EIC, notre consortium, dans lequel on retrouve le Spiegel. Sur les Football Leaks, on est arrivé à mobiliser 60 journalistes. Quoi. Voilà. 12 médias européens, 60 journalistes. Et les partenariats, c'est aussi en France et en région notamment. J'en parlais tout à l'heure quand on évoquait la Voix du Nord, mais la presse régionale est la zone régionale est un univers d'investigation sur lequel il y a encore beaucoup à faire de par les conditions économiques du journalisme là-bas. Et c'est pour ça qu'on aide des sites internet pure players comme nous, adhérents du SPIL, notre syndicat de la presse indépendante en ligne, comme Mars Actu à Marseille, ou le réseau Médiacité qui est présent aujourd'hui dans 4 villes, si je ne m'abuse, Lille, Toulouse, Nantes, Lyon. Et Lyon, merci. Également à Lyon, je pense, le collectif We Report, qui a récemment été primé, avec qui on a beaucoup travaillé, notamment sur les scandales autour de la pédophilie dans l'Église. Ces partenariats-là, aider des journalistes qui font de l'enquête, qui mènent des batailles journalistiques dans des endroits compliqués, ça fait partie aussi de nos objectifs de développement pour ces prochaines années. Et juste en 2 mots quand même, l'ambition du journal, c'est aussi de rester le journal continuer à être le journal de la société civile, le journal des alternatives, le journal des mouvements sociaux, le journal des politiques, de l'analyse des politiques publiques. Et là, évidemment, le grand défi qu'on a face à nous tout de suite, c'est le décryptage, essayer de démystifier cette opération, le Macron, qui a lieu sous nos yeux, qui a l'air de fasciner à peu près exercice la France entière. Qui... Donc voilà, nos tâches, c'est aussi celle-ci. Donc évidemment, l'enquête à Mediapart et la politique, au sens un peu traditionnel, ont une place centrale, mais vraiment, on a toujours été et on continuera d'être le journal de la société civile, des indignations et des mouvements sociaux. Alors, merci Karine et Stéphane. 2 livres importants qui sont parus à 50 ans de distance. Hein? Oui. Et oui. Et ils sont tous les 2 en librairie demain. Et ils sont tous les 2 en librairie demain. Un livre d'Edoui, La valeur de l'information, qui est finalement... à travers justement l'expérience Mediapart, à travers ces 10 années, qu'est-ce que ça dit des enjeux du journalisme à l'heure de la révolution numérique. Et puis la réédition d'un livre de Jean Schwebel, qui a été pendant plus de 20 ans le président de la Société des rédacteurs du Monde. C'est un livre qui est paru en 1968 et qui posait des questions qui sont en fait les grandes batailles d'aujourd'hui pour l'indépendance du journalisme et l'indépendance de la presse. Edoui, on commence quand même la valeur de l'information, finalement, les 3-4 grandes leçons tirées de 10 années de Mediapart. Qu'est-ce que ça nous dit ? En fait, tu as raison de les lier tous les 2, parce qu'on a vraiment voulu faire ça pour montrer qu'en fait,
dans cette histoire brève de 10 ans, qui à l'échelle de la révolution numérique, c'est presque la moitié, parce que la révolution numérique, c'est une vingtaine d'années. Donc on a déjà occupé la moitié et ça va très vite. C'était de dire que cette nouveauté que nous avons essayé d'illustrer, on l'a fait au nom d'une tradition. Alors, quelle est cette nouveauté? S'il y a le compte-rendu de mandat, on pourrait dire qu'il y a dans la valeur de l'information. Oui. C'est un peu, nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire pour l'ensemble de la profession et qu'est-ce que l'histoire de l'entreprise Mediapart illustre sur le journalisme. Comment créer de la valeur, la fidélité des abonnés, dont parlait Marie-Hélène, comment faire qu'un journal s'impose dans l'espace public. Et au fond, s'il y a un message dans la valeur de l'information, c'est de dire, et ça rejoint ce que disait Karine à l'instant, c'est qu'un journal, ça marche sur 2 jambes. Si un journal considère qu'il suffit de faire du journalisme pour les journalistes, il va se faire plaisir, il sera peut-être de qualité, mais il ne rencontrera pas son époque. Il faut toujours faire cet alliage entre le journalisme de qualité, le travail d'enquête, le travail d'investigation et la capacité de promouvoir un agenda qui rencontre les attentes de la société, ces débats, qui se nourrit. Et nous, en étant un journal participatif, on peut d'autant plus le faire. Et ce que j'essaye de montrer dans la valeur d'information, c'est que c'est une très vieille histoire, avec des exemples que vous pourrez découvrir, remontant jusqu'à Pulitzer, y compris le succès d'aventures de presse, qui déjà, sans l'arme du numérique, fonctionnait comme cela. Et c'est cet alliage qui pour moi, a été au cœur du succès de Mediapart. Alors ça, c'est le compte-rendu de mandat. Donc ça, la valeur de l'information, voilà. Donc ça paraît demain aux éditions Don Quichotte, l'éditeur chez qui on édite beaucoup de nos livres. Et en écho à ce livre, donc Jean Schweubel, La presse, le pouvoir et l'argent, paru en 68, il était alors préfacé par Paul Ricoeur. Oui. Le philosophe préféré de notre président, d'Emmanuel Macron, du président des Français. C'est un message subliminal. Et avec une postface d'Edoui Plenel. Un avant-propos. Un avant-propos. Pourquoi je dis une postface? Un avant-propos. Alors, j'ai convaincu les éditions du Seuil d'éditer ce livre qui est souvent oublié, auquel on ne rend pas hommage. Il est paru en 68, les événements sont arrivés là-dessus. Et moi, quand j'ai donné des cours à l'université de Montpellier ou de Neuchâtel, je racontais l'histoire de ce livre. Alors d'abord, il faut expliquer son auteur. Je dis ça par rapport à ce temps de méfiance et de polémique sur les journalistes, où y compris certains politiques ont légitimé la haine du journalisme. La haine nécessaire du journalisme et la CIA médiatique. Voilà, il y a toujours eu des journalistes qui se sont battus pour leur indépendance. Jean Schweubel illustre ça dans la génération issue de la Résistance. Donc c'est quoi? C'est l'histoire de comment le monde, à un moment, a conquis son indépendance avec l'actionnariat contrôlé par les journalistes eux-mêmes. Ça a été issu d'une crise où l'indépendance du monde était menacée au début des années 50. Et c'est Jean Schweubel qui a porté ce projet. Il a été 21 ans président de la Société des rédacteurs. Et il a été le fondateur en 67, donc c'est juste avant ce livre, là c'est le zénith, de la Fédération française des sociétés de journalistes. Il y a eu une utopie qui a continué un petit peu dans les années 70 et qui s'est définitivement fracassée sous nos yeux avec la perte d'indépendance économique du Monde et de Libération, qui était, pour contrôler l'indépendance d'un journal, pour la protéger, il suffit que les journalistes en soient actionnaires. Et ce qui est exceptionnel dans ce livre, c'est que Jean Schweubel comprend que ça ne va pas suffire. Et il comprend qu'il faut repenser l'écosystème, et rien n'a été fait. C'est pour ça que l'ordre du jour est là, 50 ans après, c'est toujours valable. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, d'inventer dans la transmission de Mediapart à l'équipe. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est le capital. Et il dit le capital. Il dit attention, toujours, c'était la fameuse formule sur la presse d'industrie, pouvait avoir des gens, ils prennent un journal, ils disent faites un très bon journal, à condition que vous ne touchez pas à mon industrie, à mes intérêts. Et donc, il montre que cette question, ces journalistes qui disent « mais si je n'ai pas besoin de me poser la question du capital, puisque je suis indépendant ». Non, tu n'es pas indépendant parce que... Un des derniers exemples spectaculaires, c'était la bataille des journalistes des Échos, quand les Échos ont été rachetés par Bernard Arnault, qui était justement... Mais comment on fait pour parler de LVMH
premier groupe mondial du luxe qui devient notre propriétaire. Bien sûr. Et comment on fait pour mener des enquêtes, par exemple, sur la souffrance au travail à Free dans le monde, comment on fait pour montrer que SFR a triché avec la TVA sur la presse pour vendre d'autres produits dans l'Express ou dans Libération, et ainsi de suite. Et puis, même, c'est une question de bain culturel. Donc la question du capital est importante. Et il est important surtout que certains arrivent à l'illustrer pour donner du courage à tous les autres, pour qu'ils se battent. Encore une fois, on peut se battre au Figaro, on peut se battre à TF1, on peut se battre... Nous, c'est ça qu'on veut faire. Ouais. Et donc, à l'époque, il parle de sociétés de presse à but non lucratif ou, ce qui est plus juste, à lucrativité limitée, puisque l'idée, c'est... En effet, la meilleure garantie de l'indépendance, c'est d'être rentable, c'est de ne pas être en déficit, et en même temps, c'est de faire en sorte que ça n'aide que le développement, que ça n'aide pas des actionnaires, des spéculateurs, etc. Et donc, il pose cette question d'inventer une forme juridique alternative à l'idée qui est le piège de la presse française. La presse française, c'est « je tends la sébille à l'État », et depuis longtemps. Et de l'autre côté, je cherche aujourd'hui en crise un mécène intéressé qui est un industriel du luxe, de la téléphonie, de l'armement et qui va en faire autre chose. Et donc, il faut sortir de ça. Et pour ça, l'idée qui est dans ce livre et que nous essayons d'illustrer, c'est cette idée de faire en sorte qu'il y ait pour nous, c'est l'idée d'une fondation, d'un fonds d'indépendance. C'est pour l'avenir de Mediapart et comment les fondateurs de Mediapart, en discussion avec l'équipe, sont en train de réfléchir à quel va être... Sanctuariser le capital. Voilà. Comment on met le capital au fond d'un coffre-fort et on jette la clé dans la rivière et terminé. Qu'il soit non cessible, c'est une formule de Marie-Hélène, non spéculable, non achetable. Alors, on a des discussions. Ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Donc, du coup, l'équipe aussi dit, mais il y a le projet des Scopes qui existe, mais qui pose d'autres problèmes, puisque c'est un homme, une voix, et nous savons combien, parfois, des campagnes électorales pour la direction d'une entreprise de presse ont pu provoquer des crises. Mais on a fait, pour être très transparent, on a fait un groupe ad hoc dans l'équipe de Mediapart où nous élaborons tout ça. Mais ce que je voulais faire en montrant le livre qui fait le bilan à 10 ans de l'histoire de Mediapart, avec, je rappelle, on republie notre manifeste qu'on avait fait en 2009. Et puis, dans la valeur de l'information, je publie aussi des articles qu'on avait faits sur les moments clés de nos investigations. Parce qu'on oublie trop. Stéphane parlait de ces moments de bataille. Comment on a dû se battre à chaque fois. L'information, l'indépendance, c'est une bataille. Bettencourt, on a dû se battre contre ceux qui disaient prendre les enregistrements, c'était une atteinte à la vie privée. Et finalement, on a gagné, mais on va faire condamner, je l'espère, l'État français sur la censure qui nous concerne devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais n'oublions pas que, y compris face à des journaux sérieux, Le Monde et Le Canard enchaîné, on a dû défendre ça. Cahuzac, n'en parlons pas. Tout le monde sait qu'on a eu tout le système médiatique contre nous et que si on n'avait pas interpellé la justice, la manœuvre suisse aurait fonctionné pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Fake news, c'était eux. Et puis, la grande affaire libyenne, qui est, je lance juste cette alerte si j'ai eu 30 secondes, l'affaire libyenne, nous sortons ce document parce qu'il nous arrive, et aujourd'hui tout le monde sait que nous avions raison sur le financement de la campagne de Sarkozy de 2007 par Kadhafi, mais nous le sortons quand il nous arrive entre les deux tours de la campagne électorale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait avec la loi qui est en préparation, fausses nouvelles, etc. Pourquoi ? Parce que les autres médias disaient c'est pas bon. C'était bon, évidemment. Mediapart, on ne va pas sortir un document qui est faux et encore moins fabriquer des faux. Et donc, je rappelle tout ça parce que c'est une bataille. Et pourquoi sortir le livre de Jean Schwebel avec l'autorisation de ces 3 filles qui nous ont autorisé à le republier? Vraiment, c'est de dire c'est une bataille en hommage à ceux qui se sont battus. Il y a toujours eu des journalistes qui, comme il y a des syndicalistes dans la sidérurgie, dans le nucléaire, dans l'industrie de l'armement, dans toutes sortes de lieux, qui se battent. Et qui se battent comme d'autres citoyens qui, eux, critiquent la presse. Mais critiquer la presse, c'est pas jeter les journalistes. Les journalistes sont au rendez-vous aussi d'un idéal professionnel au service des citoyens. Alors, un mot, Marie-Hélène, quand même, donc sur un des scénarios qui est en train d'être exploré pour le futur de Mediapart, sur ce qu'est ce fonds de dotation et comment on pourrait le comparer, par exemple, au système du grand quotidien britannique, le Guardian. Alors, ce qu'on a imaginé ou ce qu'on essaye de construire comme solution, c'est de faire en sorte que,
On a toujours dit qu'on transmettrait Mediapart à son équipe. Donc c'est en cours, ça s'organise. Les deux premiers exemples sont ici. En revanche, on considère qu'il faut mettre le capital de Mediapart dans une structure, comme le disait Louis, qui soit non cessible, non attaquable, non achetable. Et donc un fonds de dotation, c'est à mi-chemin entre une fondation et une association. Et c'est une mission d'intérêt général. Il se trouve que depuis 2 ans, les actions en faveur du pluralisme de la presse sont éligibles à la structure de fonds de dotation. Qui était réservé plutôt sur qui était initialement sur la culture, Ouais. puis associative, puis humanitaire, puis sociale, etc. Et donc les actions en faveur du pluralisme de la presse sont rentrées dans le champ du fonds de dotation. Et donc ce fonds de dotation aurait une mission d'intérêt général qui est mener des actions en faveur du pluralisme de la presse et une mission à caractère secondaire qui serait de détenir 100% du capital de Mediapart de manière à ce qu'il ne puisse, comme dans une fondation, personne ne peut racheter le capital d'une fondation, mais personne ne pourrait racheter le capital de Mediapart. Et donc ce rôle de fonds de dotation, au-delà de ses missions d'intérêt général, aurait pour Mediapart le rôle assuré par le trustee qui détient en fait le capital du Guardian, c'est-à-dire c'est un rôle pour constituer des réserves. Et le jour où il y aura une 3e révolution industrielle qui sera, je ne sais sous quelle autre forme, eh bien à ce moment-là, le fonds de dotation aura constitué des réserves qui permettront, de même qu'aujourd'hui le trustee permet au Guardian de perdre des millions de livres sur plusieurs années. En faisant une grave erreur. La gratuité. En faisant un choix de la gratuité qui ne semble pas être remis en cause, mais on aura l'occasion d'en reparler au festival peut-être. Parce que la rédactrice en chef sera là, absolument, parce que la rédactrice en chef du Guardian vient à cette occasion. Enfin voilà, et donc ce projet de fonds de dotation, on espère avoir ce qu'on appelle un rescrit fiscal, c'est-à-dire un agrément de l'administration qui valide le schéma que l'on a proposé. Et après, bien sûr, il y a toute la question intéressante, riche et complexe qui est de la gouvernance entre ce fonds de dotation et l'indépendance du journal. Voilà. Écoutez, merci beaucoup.